Mon frère m'avait choisi comme témoin, puis m'a remplacé une semaine avant son mariage. J'y suis quand même allé. Ils m'ont placé à une table dans le coin avec des gens que je n'avais jamais rencontrés. J'ai regardé son ami prononcer le discours que j'étais censé faire. Je suis parti avant le gâteau. Il m'a envoyé un texto de 3 mots le lendemain matin. Je m'appelle Adrien. J'ai 32 ans et je dois vous parler du pire mariage auquel j'ai jamais assisté, ce qui n'est pas peu dire, car j'ai une fois participé à une cérémonie où l'ex du marié s'est présenté en robe blanche et où la demoiselle d'honneur a eu une altercation avec le maire. Mais au moins à ce mariage-là, j'avais une place à une table où quelqu'un connaissait mon nom. Laissez-moi revenir en arrière. Mon frère Maxime a 3 ans de moins que moi. En grandissant, nous étions proches. Pas de cette façon digne d'un film à la télévision, à nous lancer un ballon de football dans le jardin, mais proche de la manière qui compte. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo. C'est moi qui me suis assis avec lui devant le bureau du principal quand il a été mis à pied en 6e pour avoir dit à son professeur d'histoire que la guerre de Cent Ans n'était au fond qu'un très long conflit de voisinage. C'est moi qui ai conduit 45 minutes à 2 heures du matin pour venir le chercher à une soirée quand il avait 16 ans parce qu'il avait trop peur d'appeler nos parents. Nous avions de bons parents, ne vous méprenez pas, maman et papa étaient solides. Mais il y avait toujours cette dynamique tacite dans notre maison où Maxime était l'enfant prodige et j'étais, je ne sais pas, l'enfant de l'ombre. Pas négligé, juste un peu moins brillant. Maxime était celui qui obtenait d'excellentes notes sans essayer. Celui qui a intégré l'équipe de football du lycée en seconde, qui avait ce genre de charisme naturel qui faisait que les professeurs, les voisins et les inconnus au supermarché gravitaient simplement autour de lui. J'étais plutôt quelqu'un qu'il fallait apprendre à apprécier, calme, un peu maladroit, doué en mathématiques, ce qui, comme nous le savons tous, est le trait de personnalité qui vous fait inviter à exactement 0 fête. Mais je n'en ai jamais voulu à Maxime pour ça. C'est la chose que les gens ne comprennent pas. J'aime mon frère. J'étais fier de lui. Quand il a obtenu son diplôme universitaire, j'ai conduit 6 heures pour être là. Quand il a eu sa première grande promotion dans cette agence de marketing au centre de Paris, je l'ai emmené dîner et j'ai tout payé, même si je joignais à peine les 2 bouts à l'époque. Quand il m'a dit qu'il sortait avec cette femme nommée Juliette, j'étais sincèrement heureux pour lui. Elle semblait géniale, intelligente, drôle, travaillait dans la collecte de fonds pour des associations caritatives, avait ce rire qui pouvait remplir une pièce. J'ai pensé, tant mieux pour lui. Il avait trouvé la bonne personne. Ils sont sortis ensemble pendant environ 2 ans avant que Maxime ne la demande en mariage. Il m'a appelé le soir où c'est arrivé et je jure que sa voix tremblait. Adrien, a-t-il dit, elle a dit oui, mec. Elle a dit oui. Et je lui ai dit, félicitations. Et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Puis il a dit les mots qui, avec le recul, ont été le début de la fin. Je veux que tu sois mon témoin. Il n'y a personne d'autre que j'envisagerais. Je ne vais pas mentir, j'ai eu la gorge un peu nouée. Nous avions 29 et 32 ans à ce moment-là et la vie avait fait ce que la vie fait. Nous ne passions plus autant de temps ensemble. Il avait son monde. J'avais le mien. Mais l'entendre dire ça m'a fait me sentir comme si nous étions de nouveau des enfants. Comme si toute cette distance n'avait pas d'importance. J'ai dit oui immédiatement. Je n'ai même pas hésité. Pendant les 8 mois suivants, je me suis investi à fond. Je parle d'un engagement total. Je l'ai aidé à choisir le lieu, cette magnifique grange aménagée en Île-de-France, à environ 1 heure de Paris. J'ai organisé l'enterrement de vie de garçon, ce qui impliquait de louer un chalet près d'un lac dans le Morvan et de convaincre 8 gars avec des niveaux de compétences en plein air variable de faire du kayak, ce qui s'est passé à peu près comme on pouvait s'y attendre. J'ai commencé à travailler sur mon discours le 2e mois. Je sais que ça semble tôt, mais voici le truc à mon sujet. Je ne suis pas un orateur né. Je suis le genre de personne qui répète sa commande de café dans sa tête avant d'arriver à la caisse. Donc, je savais que le discours devait être parfait. Et la seule façon qu'il soit parfait était de commencer tôt et de le réviser environ 47 fois. J'ai écrit ce discours comme si c'était mon mémoire de master. J'ai fouillé dans de vieilles photos. J'ai appelé des amis d'enfance pour obtenir des anecdotes. J'ai même contacté l'un des colocataires de Maxime à l'université, un garçon nommé Fletcher, pour avoir de bonnes histoires de l'époque où je n'étais pas là. Le discours était drôle. Il était sincère. Il faisait référence à cette blague entre nous à propos d'une fouine qui s'était introduite dans notre garage quand nous étions enfants.
C'était, et je le dis avec une totale confiance, la meilleure chose que j'ai jamais écrite. Et j'avais écrit beaucoup de choses médiocres. C'est là que les choses ont commencé à changer. Environ 3 mois avant le mariage, Maxime a commencé à passer plus de temps avec ce type nommé Thibaut. Thibaut était l'un de ses collègues à l'agence de marketing. Je l'avais rencontré une fois lors d'un barbecue, et mon impression sur lui était qu'il était le genre de personne qui appelait tout le monde mon pote, et qui pensait qu'être bruyant était un trait de personnalité. Mais Maxime semblait l'apprécier. Et qui étais-je pour juger ? J'ai eu un ami à l'université dont le passe-temps principal était de classer les stations-service en fonction de la propreté de leurs toilettes, donc je n'opérais pas exactement depuis une position d'autorité sociale. Au début, c'était subtil. Maxime mentionnait davantage Thibaut dans les conversations. Thibaut et moi sommes allés jouer au golf. Thibaut connaît cet excellent restaurant de grillades. Thibaut pense que le lieu devrait avoir un bar à cigares. Ce dernier point m'a un peu agacé parce que nous avions déjà finalisé l'organisation du lieu, mais j'ai laissé couler. Ensuite, j'ai commencé à recevoir moins de textos concernant le mariage. Des décisions étaient prises sans moi. Le plan de table, la playlist, même les cravates des garçons d'honneur. J'apprenais les changements après coup, généralement via notre discussion de groupe, à laquelle Thibaut avait été ajouté sans que personne ne me le demande. Je me disais que je réfléchissais trop. Maxime était stressé. Les mariages sont chaotiques, et peut-être que Thibaut essayait juste d'être utile. J'étais toujours le témoin. Mon nom était toujours sur le programme. C'était ce qui comptait. Puis, exactement 8 jours avant le mariage, Maxime m'a appelé. Ce ne fut pas un long appel. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a juste balancé ça comme s'il lisait une note de service, ce qui, connaissant Maxime, était probablement le cas. Salut Adrien. Bon, on a discuté avec Juliette, et on a décidé de faire quelques changements pour le cortège. On va demander à Thibaut de prendre le rôle de témoin principal. Ce n'est rien de personnel. C'est juste qu'il a été plus impliqué ces derniers temps. Et Juliette pense que ce sera plus fluide pour la cérémonie. Je n'ai rien dit pendant environ 10 secondes. Je le sais parce que j'ai fixé l'horloge du micro-ondes tout le temps. Adrien, tu es là. Ouais, ai-je dit. Je suis là. Tu es toujours garçon d'honneur. Évidemment, rien d'autre ne change. On pense juste que c'est plus logique. Je voulais lui demander quelle partie du fait de remplacer son propre frère en tant que témoin 8 jours avant le mariage était plus logique. Je voulais lui demander si Thibaut avait écrit un discours qui faisait référence à la fouine dans le garage. Je voulais lui demander si Juliette, avec qui je n'avais été que gentil pendant 2 années consécutives, avait réellement dit cela ou s'il se cachait derrière son nom parce qu'il n'avait pas le cran d'assumer sa décision. Mais je n'ai rien demandé de tout cela parce que je suis Adrien et Adrien ne fait pas de scène. Adrien dit « D'accord ». Et il raccroche et s'assoit dans son appartement à fixer un mur pendant 45 minutes en se demandant ce qu'il a fait de mal. C'est donc exactement ce que j'ai fait. La semaine entre cet appel téléphonique et le mariage a été l'une des plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête, à la recherche d'indices. Avais-je raté quelque chose ? Avais-je fait quelque chose de mal lors de l'enterrement de vie de garçon ? Y avait-il eu un moment où Maxime m'a regardé et a pensé, tu sais quoi ? Ce garçon n'est pas à la hauteur. J'ai parcouru notre historique de textos comme un détective examinant des dossiers. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai appelé ma mère le lendemain, non pas pour me plaindre, mais juste pour voir si elle savait. Elle savait. Et c'est ça qui a vraiment fait mal. Elle savait déjà. Oh, mon chéri. Maxime l'a mentionné, a-t-elle dit, comme s'il lui avait dit qu'il changeait de traiteur. Je crois que Thibaut a juste été d'une si grande aide avec tout. Ce n'est rien contre toi. Ce n'est rien contre moi, ai-je répété. Et je pouvais entendre à quel point ma voix sonnait plate. N'en fais pas toute une histoire, Adrien. C'est le mariage de Maxime. Laisse-le faire comme il l'entend. Et voilà. La devise familiale imprimée sur le blason invisible qui avait plané sur notre maison toute ma vie. Laissez Maxime faire comme il l'entend. Laissez Maxime choisir le restaurant. Laissez Maxime avoir la plus grande chambre. Laissez Maxime s'attribuer le mérite de la chose que je l'ai aidé à construire. N'en fais pas toute une histoire, Adrien. Ne sois pas difficile.
Je n'allais pas en faire toute une histoire. Je me suis présenté au dîner de préparation 2 soirs avant le mariage dans un costume que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. J'ai serré des mains. J'ai souri. J'ai dit à Juliette qu'elle était magnifique, ce qui était vrai. J'ai même serré la main de Thibaut. Et quand il a dit, sans rancune, « Hein, mon pote », j'ai dit, « Bien sûr que non », ce qui est le mensonge le plus héroïque que j'ai jamais dit. Et j'ai dit un jour à mon dentiste que j'utilisais du fil dentaire tous les jours. Le dîner a eu lieu dans ce restaurant italien haut de gamme du centre-ville. Longue table, bougies, le vin coulait à flot. J'étais assis à peu près au milieu, entre ma tante Geneviève, qui a passé la plus grande partie de la soirée à décrire l'opération de sa nièce avec des détails dignes d'une revue médicale, et le cousin de Juliette, Romain, qui était parfaitement gentil. Mais n'avait manifestement aucune idée de qui j'étais ou pourquoi j'avais l'air d'assister à mes propres funérailles. Maxime a porté un petit toast au dîner. Il a remercié tout le monde d'être là. Il a remercié ses parents, a remercié les parents de Juliette, a remercié le cortège par leur nom. Il a remercié Thibaut en particulier. Ce type a été mon rock tout au long de ce processus, a-t-il dit en levant son verre en direction de Thibaut. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, mec. Il ne m'a pas mentionné. Pas une seule fois, pas même en passant. J'étais son frère, son ancien témoin, et j'étais devenu un meuble. Je suis resté assis là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, et j'ai réalisé quelque chose que j'évitais depuis longtemps. Il ne s'agissait pas du mariage. Il s'agissait de tout. Il s'agissait de chaque fois où j'avais été discrètement mis de côté pour que Maxime puisse avoir son moment de gloire. Chaque fois où je m'étais mordu la langue. Chaque fois où je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance parce que c'est juste comme ça que fonctionnent les familles. Tout cela avait de l'importance. Cela avait toujours eu de l'importance. J'avais juste été trop loyal, ou peut-être trop effrayé pour l'admettre. Le jour du mariage est arrivé et je me suis présenté parce que j'avais dit que je le ferais. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui se dérobe. J'ai mis mon costume de garçon d'honneur, qui était légèrement différent du costume du témoin principal, parce que bien sûr qu'il l'était. Et j'ai conduit jusqu'à la grange avec l'estomac noué et un discours que je ne prononcerai jamais plié dans ma poche intérieure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai apporté. Une bêtise sentimentale, probablement. La cérémonie a été belle. Je leur accorde ça. La grange était incroyable. Que des guirlandes lumineuses, des fleurs sauvages et cette lueur ambrée et chaleureuse qui donne à tout l'air d'être dans un film. Juliette a remonté l'allée et Maxime a commencé à pleurer et pendant environ 30 secondes, j'ai oublié que j'étais en colère et je me suis simplement senti heureux pour mon petit frère. Puis le sentiment est passé et je suis retourné me tenir en ligne comme un mannequin très bien habillé. Après la cérémonie, nous nous sommes déplacés vers la salle de réception, et c'est là que c'est devenu vraiment et spectaculairement insultant. Je n'étais pas assis avec le cortège. Je n'étais pas assis avec ma famille. Je n'étais assis nulle part près de l'avant. J'étais à la table 14, qui se trouvait dans le coin le plus éloigné de la salle de réception, partiellement cachée par une colonne de soutien près de la porte des cuisines. Mes compagnons de table étaient le petit ami de la collègue de Juliette, un couple de personnes âgées que je n'avais jamais vues auparavant, qui se sont avérés être les parents du traiteur, et une femme nommée Delphine. Qui avait apparemment été l'ancienne voisine de la mère de la colocataire d'université de Juliette. Je n'invente rien. Je me suis assis et j'ai fixé mon marque-place. Adrien. Pas Adrien, frère du marié. Juste Adrien, comme si j'étais une vague connaissance qu'ils avaient ajoutée pour atteindre un certain nombre d'invités. La réception a suivi son cours comme le font les réceptions. Dîner, danse, toast, et puis est venu le moment que je redoutais tant. Thibaut s'est levé, a tapoté son verre, et a commencé à prononcer le discours du témoin. Le discours de mon remplaçant. C'était bien. C'était générique. Il a raconté une histoire sur Maxime au travail qui impliquait un bourrage papier et une date limite manquée, ce qui est le genre d'anecdote qui vous fait réaliser que le type connaît le marié depuis environ 14 mois. Il a fait une blague sur le fait que le mariage est comme un projet de groupe où on aime vraiment son partenaire. Les gens ont ri poliment. Juliette a souri. Maxime a fait un grand sourire et a tapé sur l'épaule de Thibaut. J'étais assis à la table 14, derrière la colonne, et j'écoutais un discours qui n'avait ni l'histoire, ni le cœur, ni la fouine dans le garage. Et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de façon dramatique,
pas bruyamment, juste une fissure silencieuse, comme une branche qui cède sous la neige. Après le discours, ma mère est venue me voir. J'ai pensé qu'elle allait peut-être prendre de mes nouvelles. Peut-être qu'elle avait vu mon visage pendant le toast de Thibaut et réalisé que ça allait trop loin. Au lieu de cela, elle a dit, n'était-ce pas un beau discours? Thibaut est tellement naturel. Je l'ai regardé et j'ai dit, ouais, il est super. Elle m'a tapoté le bras et s'est éloignée. J'ai tenu encore environ 1 heure. J'ai regardé les gens danser. J'ai regardé Maxime et Juliette faire leur première danse sur une chanson que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé Thibaut porter un toast avec les garçons d'honneur dont je faisais techniquement partie, mais personne n'est venu me chercher. J'ai regardé mon père raconter une histoire à un groupe d'invités sur les jours de football de Maxime. La même histoire qu'il a racontée une centaine de fois, et j'ai remarqué qu'il n'a jamais mentionné que j'étais celui qui conduisait Maxime à chaque entraînement cette année-là parce que papa travaillait tard. À 21h45, avant qu'il ne coupe le gâteau, je me suis levé de la table 14, j'ai posé ma serviette sur ma chaise et je suis sorti. Je n'ai dit au revoir à personne. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste parti, j'ai passé la porte des cuisines puisqu'elle était juste là, j'ai croisé 2 serveurs confus, et je suis sorti sur le parking. L'air était frais et ça sentait les pins. Je me suis assis dans ma voiture pendant un moment. J'ai sorti le discours de la poche de ma veste et je l'ai lu une dernière fois sous le plafonnier. Il était bon. Il était vraiment bon. Et personne n'allait jamais l'entendre. J'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai accroché mon costume et je me suis assis sur mon canapé dans le noir. Le lendemain matin à 7h14, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Maxime. 3 mots. Tu es parti tôt. Pas où es-tu allé? Pas est-ce que ça va? Pas je suis désolé. Juste tu es parti tôt. Une déclaration, une observation, comme si je m'étais éclipsé d'une réunion de travail et qu'il faisait l'appel. J'ai fixé ces 3 mots pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été difficiles. Je ne vais pas embellir les choses. Je ne me suis pas effondré d'une manière dramatique digne d'un téléfilm. J'ai juste un peu pâli, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité de toute ma vie d'environ 40%. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai dîné debout au-dessus du plan de travail de la cuisine parce que m'asseoir à table ressemblait à un engagement trop important pour la soirée. J'ai arrêté d'appeler mes parents. Pas par rancune, du moins pas consciemment. Je n'avais tout simplement pas l'énergie pour jouer le rôle du fils facile à vivre que rien ne dérange. Je jouais ce rôle depuis 32 ans et mon contrat avait expiré. Maxime m'a envoyé quelques textos supplémentaires dans les 2 semaines qui ont suivi le mariage. J'espère que tu vas bien. Maman dit que tu n'as pas appelé. Et mon préféré, Juliette veut qu'on se fasse un dîner en famille bientôt. Tu en es. Comme si tout allait bien. Comme si je n'avais pas été exilé dans le royaume des ombres à son propre mariage et n'étais pas parti avant le dessert. L'inconscience totale de la chose aurait été impressionnante si elle n'avait pas été aussi douloureuse. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas parce que je jouais à un jeu de silence stratégique. Je ne savais sincèrement pas quoi dire. Que étais-je censé répondre? Salut, merci de m'avoir rétrogradé de mon poste de témoin, de m'avoir assis derrière un pilier avec la belle famille du traiteur, et de m'avoir envoyé un texto comme si j'étais une simple connaissance que tu avais croisée à la salle de sport. La langue française n'a pas assez de mots pour ce niveau de déception. Et je dis ça en tant que personne qui a eu une excellente note en français au bac, ce qui, pour la petite histoire, ne m'a jamais servi à grand-chose dans la vraie vie. Environ 1 mois après le mariage, mon amie Léa m'a appelé. Léa et moi étions amis depuis notre première année d'université. C'est le genre de personne qui vous dira que votre coupe de cheveux est affreuse et qui vous conduira ensuite elle-même chez le coiffeur. Zéro tolérance pour les bêtises, mais le cœur le plus grand que vous ayez jamais vu. Elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Tu ressembles à un pneu dégonflé, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas un qu'est-ce qui s'est passé, avec un point d'interrogation. Juste qu'est-ce qui s'est passé? Comme si elle savait déjà qu'il y avait une histoire et qu'elle ouvrait simplement la porte pour que je la raconte. Alors je lui ai tout raconté, la rétrogradation, le dîner de préparation, la table 14, le discours que je n'avais jamais prononcé, le texto de 3 mots, tout. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence.
Et puis elle a dit, Adrien, je t'aime, mais tu dois arrêter de laisser les gens te traiter comme un second rôle dans ta propre vie. Cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je passe te voir samedi, a-t-elle dit. Nous allons manger quelque chose qui n'est pas un plat préparé au micro-ondes, et tu vas me dire ce que tu veux réellement faire à ce sujet. Elle s'est présentée ce samedi-là avec de la nourriture thaïlandaise et un niveau de franchise qui devrait probablement être classé comme une arme. Nous nous sommes assis sur le sol de mon salon parce que je n'avais toujours pas remplacé les chaises de salle à manger qui s'étaient cassées lors d'une tentative d'assemblage de meubles mal conçus. Et elle m'a exposé la situation. Tu as deux options, a-t-elle dit, pointant un rouleau de printemps vers moi comme une minuscule épée comestible. Option 1, tu continues à être le gentil garçon qui absorbe tout et finit par en vouloir à tout le monde jusqu'à ce que tu aies 65 ans et sois aigri. Option 2, tu commences à construire une vie qui ne tourne pas autour de l'attente que ta famille te remarque. J'ai choisi l'option 2, non pas parce que j'avais eu une grande révélation accompagnée d'une musique de fond inspirante, mais parce que l'option 1 semblait absolument misérable et que j'en étais déjà à la moitié du chemin. La reconstruction a commencé modestement. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. J'étais analyste de données dans un cabinet de conseil de taille moyenne, ce qui a l'air ennuyeux parce que ça l'est, mais j'y étais bon. Vraiment bon. Je me laissais porter depuis des années, faisant du travail solide, mais ne poussant jamais pour obtenir plus parce que j'avais intériorisé cette idée que j'étais le personnage de fond, celui qui est stable mais pas remarquable. Les mots de Léa continuaient de résonner dans ma tête. Second rôle. Je ne voulais plus être un second rôle. J'ai commencé à me porter volontaire pour des projets plus importants. Je restais tard, pas dans un esprit de culture de la performance toxique, mais dans le sens où, j'utilisais enfin le cerveau sur lequel j'étais assis. Ma responsable, une femme brillante nommée Colette, l'a remarqué presque immédiatement. Elle m'a fait entrer dans son bureau un après-midi et a dit, « Adrien, quoi que ce soit qui ait changé, continue. L'analyse du compte Whitfield que tu as faite la semaine dernière était le meilleur travail que quiconque dans cette équipe ait produit depuis 2 ans. Ça a fait du bien. Pas pour m'en vanter, mais dans le sens, oh, d'accord, je suis en fait capable de faire des choses. » À peu près à la même époque, j'ai commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Dr Lambert et elle avait ce bureau avec une fenêtre qui donnait sur un parking, ce qu'elle a un jour décrit comme une métaphore de la façon dont la plupart des gens perçoivent la thérapie. Pas pittoresque, mais fonctionnel. Je l'ai aimée immédiatement. Elle m'a aidé à démêler quelque chose que je portais depuis des décennies sans même m'en rendre compte. J'avais passé toute ma vie à définir ma valeur à travers la reconnaissance des autres, l'approbation de Maxime, l'attention de mes parents, mon rôle dans la hiérarchie familiale. Quand ces choses m'ont été enlevées, je ne savais plus qui j'étais parce que je n'avais jamais pris la peine de le découvrir par moi-même. Ça a l'air simple quand je le dis comme ça. Ça ne l'était pas. Ce furent des mois de conversations difficiles et de prise de conscience inconfortables, avec des séances occasionnelles d'où je partais en ayant l'impression que quelqu'un avait réorganisé mon mobilier interne sans demander. Mais ça marchait. Je pouvais sentir la différence. Physiquement, j'ai commencé à courir. Rien de fou, juste quelques kilomètres quelques fois par semaine. Au début, je détestais chaque seconde. Mes poumons brûlaient, mes genoux protestaient, et un écureuil particulièrement critique dans le parc près de mon appartement semblait être personnellement offensé par mon rythme. Mais j'ai continué. Après un certain temps, c'est devenu la partie de ma journée que j'attendais le plus. Juste moi et la route, et le son rythmé de ma propre respiration me rappelant que j'étais en vie et capable d'aller de l'avant, littéralement et autrement. Au 3e mois, j'avais été promu analyste senior. Au 5e mois, Colette m'a recommandé pour un poste de chef d'équipe sur un projet client majeur. Il s'agissait d'un projet d'analyse dans le secteur de la santé d'une valeur d'environ 1,2 million d'euros, et il voulait que je dirige la stratégie des données. Moi, le type qui, 3 mois plus tôt, mangeait des plats préparés froids seul dans le noir. J'ai aussi commencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux au début. Léa m'a arrangé un rendez-vous avec l'ami d'une amie, qui s'est avéré ne pas me convenir du tout, mais qui était une compagne de dîner fantastique. Nous sommes donc devenus amis à la place. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un par moi-même. Elle s'appelait Élise. C'était une urbaniste que j'ai rencontrée dans un café lorsque nous avons tous les deux tendu la main vers le dernier muffin aux myrtilles et qu'elle a dit « Je vous le dispute au bras de fer ». Je le lui ai laissé.
Elle m'a acheté un café en compensation et nous avons parlé pendant 2 heures de l'infrastructure urbaine, ce qui, je le sais, semble incroyablement ennuyeux, mais elle l'a fait sonner comme la chose la plus fascinante du monde. Élise était différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Elle était directe mais gentille. Elle posait de vraies questions et écoutait réellement les réponses. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit « Raconte-moi quelque chose sur toi que tu gardes habituellement caché. » Et je lui ai raconté l'histoire du mariage, en entier. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait plus à de la reconnaissance, comme si elle comprenait ce que ça faisait d'être la personne dans la pièce que personne ne regarde. Ça a dû être incroyablement solitaire, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit, ça l'était. Eh bien, a-t-elle dit, tendant la main par-dessus la table et la posant sur la mienne. Tu n'es plus à la table 14 maintenant. J'aurais pu la demander en mariage sur le champ, mais je me suis dit que le 3e rendez-vous était probablement trop tôt. Et de plus, nous n'avions même pas encore reçu nos entrées. 6 mois après le mariage, j'étais une personne différente. Pas différent au point de ne pas être reconnaissable. Toujours Adrien, toujours calme, toujours un peu maladroit, toujours déraisonnablement doué en maths. Mais je me tenais plus droit. Je prenais de la place. J'étais le responsable d'un projet majeur. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Et j'avais une thérapeute qui démontait systématiquement chaque mensonge que je m'étais raconté sur le fait de ne pas être à la hauteur. Et puis, parce que la vie a un sens du timing qui frise la théâtralité, Maxime a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. J'étais assis sur le canapé d'Élise un dimanche après-midi, regardant à moitié un documentaire sur les ponts qui la captivaient sincèrement, et mon téléphone s'est allumé avec le nom de Maxime. Je ne lui avais pas parlé depuis 6 mois. Je n'avais répondu à aucun texto. Le silence entre nous était passé de gênant à énorme. Et j'avais fait la paix avec ça. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Élise a regardé l'écran puis m'a regardé. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais, ai-je dit. Et puis j'ai répondu quand même parce qu'apparemment, 6 mois de thérapie ne peuvent toujours pas outrepasser complètement 32 ans à être le frère qui répond présent. Adrien. La voix de Maxime était différente. Plus petite d'une certaine manière, moins dorée. Salut, je sais que ça fait un moment. Oui, j'ai dit, ça fait un moment. Il y a eu un silence. Le genre de silence où l'on entend quelqu'un rassembler son courage pour dire quelque chose qu'il a répété. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Est-ce qu'on peut se voir? Chaque instinct que j'avais développé au cours des 6 derniers mois me disait de dire non. La voix du docteur Lambert était dans ma tête, disant « Vous ne devez l'accès à votre personne à personne juste parce que vous partagez le même ADN. » La voix de Léa était là aussi. Moins clinique et plus du genre « Si tu vas à ce rendez-vous sans te faire respecter, je viendrai personnellement chez toi et je mettrai ta bibliothèque en désordre, ce qui, pour la petite histoire, est la menace la plus terrifiante qu'on m'ait jamais faite. » Mais j'ai dit oui, non pas parce que je retombais dans mes vieux schémas, mais parce que j'étais curieux, et parce que je voulais voir si la nouvelle version d'Adrien pouvait s'asseoir en face de son frère sans se recroqueviller. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot à mi-chemin entre nos appartements. Un de ces endroits avec des menus collants et un café qui a le goût d'avoir été préparé sous la présidence précédente. Maxime était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette près de la fenêtre, et il avait l'air fatigué. Pas malade, juste usé, comme si son éclat s'était terni. Je me suis assis en face de lui et j'ai attendu. Je ne me sentais pas obligé de combler le silence. C'était nouveau pour moi. L'ancien Adrien aurait immédiatement commencé à rendre les choses confortables, à poser des questions, à arrondir les angles. Le nouvel Adrien est juste resté assis là et a laissé le malaise s'installer. Merci d'être venu, a dit Maxime. J'ai hoché la tête. Il a pris une inspiration. Alors, il s'est passé quelque chose. Thibaut et moi ne sommes plus amis. Il a été renvoyé du cabinet il y a environ 2 mois. Il s'avère qu'il falsifiait ses chiffres sur les rapports des clients depuis environ 1 an. Quand ça a éclaté. C'était un vrai désastre. L'entreprise a failli perdre un client majeur. Et quand ils ont enquêté, une partie des documents portait la signature de Thibaut, mais mon nom y était attaché parce que nous avions collaboré sur les mêmes projets. J'ai haussé un sourcil. Alors, tu as eu des ennuis aussi. Pas officiellement, mais ma réputation a pris un coup.
Mon patron m'a pris à part et m'a essentiellement dit que je devais faire plus attention à ceux que je fréquente, ce qui était humiliant. J'ai pris une gorgée de ce terrible café et je n'ai rien dit. Maxime a continué, et les choses avec Juliette ont été, je ne sais pas, compliquées. Nous nous sommes beaucoup disputés à propos de l'argent, des priorités. Elle veut acheter une maison et je veux attendre. Et chaque conversation à ce sujet se transforme en dispute. Elle n'arrête pas de dire que je ne prends pas les choses assez au sérieux, que je me laisse porter à travers tout. J'ai failli rire de l'ironie, mais je me suis retenu. Juliette utilisait exactement la même critique concernant Maxime que celle que j'avais ravalée toute ma vie. Il se laissait porter. Il s'était toujours laissé porter. Et des gens comme moi avaient été les moteurs en dessous de lui, faisant le vrai travail pendant qu'il souriait et s'en attribuait le mérite. Et puis il y a maman et papa, a-t-il dit. Maman m'a dit que tu n'as pas participé à un dîner de famille depuis 6 mois. Papa s'inquiète. Il n'arrête pas de me demander ce qui s'est passé entre nous. Et que leur dis-tu? Il a hésité. Je leur dis que je ne sais pas. Tu ne sais pas, ai-je répété. Adrien, s'il te plaît. Je sais que tu es contrarié par les histoires de mariage, mais c'était un seul jour. C'était juste un changement de rôle. Je ne pensais pas que c'était si grave. J'ai posé ma tasse de café lentement, délibérément, et j'ai regardé mon frère dans les yeux d'une manière que je ne pense pas l'avoir jamais fait auparavant. Ce n'était pas un seul jour, Maxime. C'était 32 ans d'un seul jour. C'était chaque fois que j'ai été écarté pour que tu puisses être sous les projecteurs. Chaque fois qu'on m'a dit de ne pas en faire toute une histoire, chaque fois que j'ai été là pour toi. À chaque fois. Et tu ne l'as même pas remarqué. Le mariage n'était pas le problème. Le mariage a juste été le moment où j'ai finalement arrêté de prétendre que ça ne faisait pas mal. Il m'a regardé. Je ne pense pas que quiconque lui ait jamais parlé comme ça. Certainement pas moi. Je t'ai écrit un discours, ai-je dit, et ma voix était stable, ce qui m'a surpris moi-même. J'y ai travaillé pendant 6 mois. J'ai appelé ton colocataire d'université. J'ai fouillé dans de vieilles photos. J'y ai mis tout mon cœur. Et tu m'as remplacé par un type qui a raconté une histoire de bourrage de papier et qui a appelé le mariage un projet de groupe. Et puis tu m'as assis à une table derrière une colonne avec des gens qui ne connaissaient pas mon nom. À ton mariage. Maxime. Ton frère, à ton mariage. Le bistrot était calme, à l'exception du cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. Les yeux de Maxime étaient humides. Je n'avais pas réalisé, a-t-il commencé. C'est bien le problème. Tu ne réalises jamais parce que tu n'en as jamais eu besoin. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Ce n'était pas confortable et ça n'était pas censé l'être. Je n'étais pas là pour qu'il se sente mieux. J'étais là pour dire la vérité, peut-être pour la première fois de ma vie, et pour le laisser y réfléchir. Finalement, Maxime a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Pas le réflexe, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour ça, qui avait été mon réglage par défaut depuis l'enfance. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait, ai-je dit. Pas seulement le mariage, tout le reste. Je veux que tu arrêtes de me traiter comme un accessoire de ta vie. Et je veux que tu dises à maman et papa la vérité sur la raison pour laquelle je ne suis pas venu. Pas un vague et je ne sais pas. La vérité. Il a dégluti difficilement. Et si je fais tout ça? Alors nous verrons. Je ne fais aucune promesse, Maxime. J'ai passé toute ma vie à te faciliter les choses. C'est fini. J'ai posé un billet de 10 € sur la table pour le café et je me suis levé. Il a levé les yeux vers moi et pour la première fois, et peut-être la seule, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la confiance ou du charme ou l'assurance facile de quelqu'un qui avait toujours été le favori. C'était de la peur. La peur qu'il ait peut-être réellement perdu quelque chose qu'il ne pourrait pas récupérer. Bien. Je suis sorti de ce bistrot et j'ai appelé Léa depuis ma voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Je ne me suis pas dégonflé, ai-je dit. C'est mon gars, a-t-elle dit. Et je pouvais l'entendre sourire à travers le téléphone. Cette nuit-là, Élise et moi étions assis sur son balcon et je lui ai tout raconté sur le bistrot, sur ce que j'avais dit, sur ce que ça faisait de tenir enfin tête à la personne derrière laquelle j'avais passé toute ma vie à me tenir. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Terrifié, ai-je dit.
Et aussi plutôt incroyable. Elle a posé sa tête sur mon épaule. C'est généralement comme ça que l'on ressent les choses importantes. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai eu des nouvelles de ma mère. Elle a appelé 2 fois. La première fois, elle a laissé un message vocal qui était surtout de la confusion. Maxime nous a dit certaines choses et ton père et moi sommes très contrariés. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu simplement nous parler. La deuxième fois, j'ai décroché et nous avons eu une vraie conversation. Ce n'était pas facile. Elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit que je dramatisais. Elle a dit que Maxime ne pensait pas à mal. Et j'ai dit calmement et clairement, « Maman, j'ai besoin que tu entendes ce que je dis au lieu d'essayer de le justifier. » Elle s'est tue. Puis elle a dit, « Quand es-tu devenu si direct ?» Quand j'ai dû l'être, ai-je dit. Mon père a appelé séparément. Il était plus silencieux à ce sujet, comme il l'a toujours été, mais il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je pense que ta mère et moi aurions pu faire mieux pour toi, Adrien. Je ne pense pas que nous avions réalisé à quel point le fardeau que tu portais était lourd. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était un début, et les débuts, c'était plus que ce que j'avais eu en 3 décennies. Pendant ce temps, au travail, le projet dans le secteur de la santé se déroulait à merveille. Mon équipe a livré l'analyse préliminaire avant la date prévue et le client était ravi. Colette m'a pris à part et m'a dit qu'il était question de créer un nouveau poste au niveau de la direction et que mon nom figurait en haut de la liste. Tout ce que j'avais construit au cours des 6 derniers mois reposait sur des bases solides et je reposais moi-même sur des bases solides. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre me dise que j'avais de l'importance. Je le savais déjà. Environ 2 mois après la conversation au bistrot, ma mère a appelé et m'a demandé si je voulais venir à un dîner de famille. Pas pour des vacances, pas pour un anniversaire, juste un dîner. Elle a dit que Maxime et Juliette seraient là. Elle a dit qu'elle et papa avaient beaucoup discuté. Elle a dit, et c'est une citation directe, « Nous voulons essayer de faire les choses différemment. » J'en ai discuté avec Élise et avec le docteur Lambert séparément. Élise a dit, « Vas-y si tu en as envie, pas parce que tu t'en sens obligé. » Le docteur Lambert a dit, « C'est une opportunité de vous entraîner à maintenir vos limites dans l'environnement où vous avez appris à les abandonner. » J'y suis allé. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un samedi soir avec Élise sur le siège passager. Nous nous sommes garés dans l'allée et je suis resté là un moment à regarder la maison où j'avais grandi. La même façade en briques, la même boîte aux lettres de travers que mon père avait l'intention de réparer depuis que j'étais au lycée. Le même porche d'entrée où j'avais passé 1 millier d'heures à lire des livres pendant que Maxime jouait dans le jardin avec des amis. À l'intérieur, la table était mise pour 6. Maman avait préparé un rôti de bœuf, son plat de prédilection pour les occasions qui semblaient importantes mais n'avait pas de nom spécifique. Papa était dans son fauteuil habituel. Maxime et Juliette étaient déjà là. Juliette m'a fait une étreinte qui m'a semblé un peu trop appuyée, comme si elle essayait de communiquer quelque chose par la seule pression de ses bras. Maxime s'est levé et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. De l'incertitude. « Salut, Adrien » a-t-il dit. « Salut, Maxime. » Élise s'est présentée et a immédiatement conquis ma mère en complimentant le rôti avant même d'y avoir goûté, ce qui relève du génie social que je ne posséderai jamais, mais que j'admire profondément. Le dîner a commencé de façon gênante, de la manière dont ces choses se passent toujours quand il y a un éléphant dans la pièce, et que l'éléphant porte un smoking fait d'années de dynamique familiale non résolue. Nous avons parlé de sujets sur pendant un moment. La météo, la partie de golf de mon père, le travail de Juliette. Puis ma mère, qui n'a jamais été accusée de subtilité, a posé sa fourchette et a dit, « Je pense que nous devrions parler de ce qui s'est passé. » J'ai apprécié la franchise, même si mon estomac s'est noué. Maxime a pris la parole en premier. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, et ce qui est sorti n'était pas poli ou répété. C'était hésitant, inconfortable et réel d'une manière que je ne l'avais jamais entendu auparavant. « Adrien, je te dois de vraies excuses. Pas seulement pour le mariage, pour tout ça. J'ai repensé à ce que tu as dit au bistrot, et tu avais raison. J'ai passé toute ma vie à te prendre pour acquis. Tu as toujours été là, répondant toujours présent, facilitant toujours les choses pour moi. Et je ne me suis jamais arrêté pour penser à ce que cela te coûtait. Je t'ai remplacé comme témoin parce que Thibaut était nouveau et excitant. Et je me suis laissé emporter par l'attention. Et Juliette, il a jeté un coup d'œil vers elle.
Juliette m'a dit que tout se passerait bien. Et j'ai choisi de le croire parce que c'était plus facile que de gérer la culpabilité de ce que j'étais réellement en train de faire. Juliette a bougé sur sa chaise. Je veux aussi assumer ma part de responsabilité là-dedans, a-t-elle dit en me regardant. J'ai poussé pour le changement. Je pensais que le discours de Thibaut serait plus soigné, plus divertissant. Je pensais au mariage comme à une production, au lieu de penser à toi en tant que personne, en tant que son frère. C'était une erreur, et je suis désolé. Je suis resté assis là à assimiler tout ça. Une partie de moi voulait dire immédiatement que ce n'était pas grave pour apaiser la situation, pour être l'Adrien facile auquel tout le monde était habitué, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé leurs mots s'installer. J'ai laissé le silence peser. Merci, ai-je finalement dit. À tous les deux, cela signifie quelque chose pour moi. Ma mère s'est raclé la gorge. Elle a regardé mon père et il lui a fait un petit signe de tête. Adrien, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Ton père et moi avons beaucoup discuté depuis que toi et Maxime avez eu votre conversation. Et je dois admettre quelque chose. Nous nous sommes reposés sur toi pour être le responsable, le facile. Celui qui n'avait pas besoin d'attention. Et nous nous sommes dit que c'était juste ta personnalité. Mais la vérité, c'est que nous avons fait de cela ton rôle parce que c'était pratique. Cela nous permettait de nous concentrer sur Maxime parce qu'il était plus bruyant. Et plus bruyant ne veut pas dire plus important. Je suis désolé, mon chéri. Mon père, un homme célèbre pour parler très peu, a ajouté, tu méritais mieux de notre part, mon fils. Je suis fier de l'homme que tu es devenu, et j'aurais dû te le dire il y a longtemps. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas devenu émotif. Je l'ai été. La main d'Élise a trouvé la mienne sous la table et elle l'a serrée, et je m'y suis accroché comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'envoler. J'apprécie tout ça, ai-je dit une fois que j'ai fait confiance à ma voix. Je ne vais pas prétendre que tout est réparé parce qu'un seul dîner n'efface pas 32 ans. Mais c'est un vrai début. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne me suis pas éloigné parce que j'ai cessé d'aimer cette famille. Je me suis éloigné parce qu'aimer cette famille me coûtait trop cher et que personne ne l'avait remarqué. Personne n'a contesté ça. Personne n'a détourné le sujet. Personne n'a dit de ne pas en faire toute une histoire. Ils ont juste entendu. Après le dîner, Maxime et moi nous sommes retrouvés sur le porche. Juste nous deux. L'air de la nuit était frais. Les grillons chantaient et la boîte aux lettres penchée était toujours de travers. J'ai lu le discours, a dit Maxime doucement. Je l'ai regardé. Quoi? Je l'ai trouvé. Tu as laissé une copie dans la pièce des garçons d'honneur. L'organisatrice du mariage l'a envoyé à Juliette avec des affaires oubliées. Je l'ai lu il y a environ un mois. C'était incroyable. Adrien. L'histoire de la fouine. Le truc sur moi ayant peur d'appeler maman et papa à propos de cette fête. La phrase sur le fait qu'un témoin n'est pas juste un titre. C'est une promesse. Je l'ai lu et je suis resté assis dans ma voiture à pleurer comme un parfait idiot pendant environ 20 minutes. Eh bien, ai-je dit, au moins quelqu'un a pleuré en l'écoutant. Je comptais un peu sur cette réaction du public. Il a ri. C'était un vrai rire, pas son charmant rire public. Le vrai, celui qui ressemble un peu à un hoquet et que je n'avais pas entendu depuis des années. Je ne mérite pas de demander ça, a-t-il dit. Mais penses-tu que peut-être un jour tu ferais ce discours? Pas lors d'un événement ou autre. Juste peut-être me le lire quand tu seras prêt. J'y ai réfléchi. Peut-être, ai-je dit. Un jour, quand je serai prêt. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. C'était nouveau. Nous sommes rentrés à l'intérieur et avons pris le dessert. Et ce fut la réunion de famille la plus normale et en même temps la plus significative à laquelle j'ai jamais assisté. Rien n'était complètement réparé, mais les fissures étaient visibles maintenant. Et les fissures visibles sont celles que l'on peut réellement réparer. 3 mois plus tard, Colette m'a officiellement proposé le poste de directeur. J'ai accepté. Élise m'a emmené fêter ça. Et quand elle a levé son verre, elle a dit, à Adrien, le personnage principal. Ce qui est drôle parce que Léa m'a envoyé une carte la même semaine qui disait exactement la même chose. Je l'ai mise sur mon bureau au travail où je peux la voir tous les jours. Maxime et moi n'en sommes plus où nous étions. Nous n'y serons peut-être jamais, mais nous sommes ailleurs.
Et être ailleurs vaut mieux qu'être dans le mensonge. Il m'appelle toutes les 2 semaines maintenant. De vrais appels, pas des appels de façade. Il me pose des questions sur mon travail, sur Élise, sur ma vie, et il écoute vraiment. Il suit aussi une thérapie, ce que j'ai découvert non pas parce qu'il me l'a dit directement, mais parce que ma mère l'a mentionné avec le même ton d'émerveillement qu'elle utiliserait si elle voyait un chien conduire une voiture. Mes parents font des efforts. Mon père m'envoie des articles sur l'analyse de données qu'il ne comprend manifestement pas, mais qu'il trouve quand même parce qu'il veut montrer de l'intérêt. Ma mère a invité Élise à son club de lecture, ce que Élise a décrit par la suite comme un beau chaos avec du vin. Quant à Thibaut, j'ai entendu dire par des connaissances qu'il vend des assurances maintenant. Je ne lui souhaite aucun mal. Il était un symptôme, pas la maladie. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti une petite étincelle de satisfaction mesquine quand j'ai appris ça. J'ai toujours le discours. Il est dans le tiroir de mon bureau à la maison. Un peu froissé, un peu taché de café à cause du dîner. Je le lirai à Maxime un jour. Non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que je l'ai écrit avec amour. Et je ne veux pas que l'amour soit gâché. Même quand la personne à qui il était destiné a mis du temps à le mériter. Mon nom est Adrien. J'ai 33 ans maintenant. Je suis directeur dans un cabinet de conseil. Je suis amoureux d'une femme qui m'a disputé un muffin au bras de fer. Et j'ai une thérapeute qui compare la vue de son bureau à la perception publique des soins de santé mentale. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être la personne dans la pièce que personne ne regardait. Le garçon fiable, le garçon silencieux, le garçon à la table 14. Je ne suis plus à la table 14 maintenant, et je n'y retournerai jamais. Commentaire, cette histoire me touche particulièrement par la force tranquille qu'elle dégage. Elle me rappelle que notre valeur ne dépend jamais du rôle que les autres nous assignent. Apprendre à poser ses limites est l'un des plus grands gestes de bienveillance que l'on puisse s'offrir. Parfois, choisir le silence et la distance n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour retrouver sa paix. L'énergie que l'on cesse de donner aux situations qui nous vident peut être réinvestie pour construire une vie qui nous ressemble vraiment. Chacun de nous a la responsabilité de protéger sa propre tranquillité d'esprit. C'est un rappel puissant de ne jamais accepter d'être un personnage secondaire dans notre propre existence. La véritable guérison commence quand on comprend que l'on mérite mieux, des autres et surtout de soi-même. J'espère que ce récit vous inspirera à honorer votre propre voie et à avancer vers ce qui vous apporte la sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.